Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour l'épisode 3 de Lift Talk, en compagnie de Victor et moi-même. Nous sommes coach en présentiel et coach aussi à distance. N'hésitez pas à nous rajouter sur nos différents réseaux, Instagram, YouTube. On va rentrer dans le vif du sujet directement avec le premier sujet qui est la prophylaxie et je laisse la parole à Victor. Alors déjà, dans un premier temps, on va essayer de vous définir ce qu'est la prophylaxie, concrètement. La prophylaxie, ça va englober tout ce qui va être la prévention des blessures, pour faire très simple. Donc ça peut être tout un tas de méthodes, ça peut même s'inclure sur des trucs aussi bêtes que l'échauffement, des mouvements de mobilité, du renfort spécifique via des exercices, etc., etc. Donc après ça, on va essayer de vous développer un peu plus précisément chacun de ces points, mais pour faire simple, c'est vraiment simplement la volonté d'essayer de faire ce qu'il faut pour pas se blesser. Vraiment la prévention, l'aspect prévention. Aussi simple que ça. Ok. Donc la deuxième question à se poser, c'est pourquoi je devrais intégrer cette prophylaxie à ma routine. En fait, c'est très simple. La première raison, c'est que la musculation, et comme dans tous les sports, on atteint un certain niveau avec des années de pratique qu'on va engranger. Et donc la longévité, en fait, ça va être un facteur hyper important si vous voulez atteindre vos objectifs et avoir un bon niveau. Donc pour ça, c'est primordial. Euh, je te laisse développer le deuxième point. Donc la question qui se pose, c'est évidemment comment mettre ça en place. Comment mettre ça en place? Eh bien, il faut se dire que on n'a pas un temps qui est illimité. Ça dépend le niveau qu'on a, mais généralement, quand on a un niveau qui est déjà assez avancé, forcément, on a pas mal de volume qui est alloué à l'entraînement. On a éventuellement pas mal aussi de séances dans sa semaine qui vont prendre un certain temps. Donc, si on a un travail à côté, qu'on n'est pas vraiment dédié au sport, comme quand on est coach, etc., ça peut prendre vraiment pas mal de temps déjà d'avoir simplement ces séances. Donc, il faut essayer d'être assez effectif, assez efficace pour mettre ça en place. Comme je l'ai dit, la prophylaxie, ça peut se traduire aussi bien par avoir un échauffement qui va être cohérent, un échauffement qui va être à la fois global, ça dépend comment on organise ses séances, le focus de ses séances, etc. Mais admettons, pour faire simple, on veut entraîner le bas du corps, et on va se faire un focus sur un échauffement global de toutes les articulations qui vont être sollicitées et tous les muscles qui vont être sollicités lors de cette séance. Et ensuite, on va se faire un échauffement qu'on va dire un échauffement spécifique en fait. On va faire simplement une montée de gamme sur un exercice, le premier exercice de sa séance. Donc le but, ça va être d'avoir un choix des exercices dans son échauffement global qui va être cohérent. Ça va englober plein de trucs. Ça va être aussi énormément à personnaliser en fonction des besoins. Par exemple, moi, je sais que j'ai pas mal à la hanche gauche, au genou gauche, au bas du dos de temps en temps, notamment en extension. Donc, je vais avoir une intégration de mouvements spécifiques par rapport à ces problématiques-là. C'est toujours la logique vraiment d'individualisation. Donc, déjà, j'aurais tendance à prescrire de vraiment avoir un échauffement qui va avoir pour rôle comme ça de jouer aussi sur cet aspect prévention, même en permettant de gagner un peu en mobilité, parce que la mobilité va être corrélée avec la prévention des blessures, donc d'avoir un petit travail déjà de mobilité, comme échauffement, comme activation, pour justement gagner du temps, mais en même temps permettre vraiment de prévenir les blessures. Je sais pas trop comment toi tu le mets en place, si tu as un peu cette même approche à ce niveau-là, pour gagner du temps aussi. Bah, du coup, je pense que quand tu parles de mobilisation, c'est en gros des activations musculaires. Moi, je l'interprète comme ça, en fait. Ouais, ouais, ouais. Parce que pendant des années, on a essayé, par exemple, de s'échauffer. Il y a eu une mode à un moment donné qui était beaucoup l'automassage en Ouais, échauffement. Et ça, j'y suis quand même énormément revenu. pareil, ouais. Euh, et parce que, en fait, quand on va fournir un effort, le but, c'est pas de, comment dire, d'être détendu, de détendre le muscle. C'est plutôt justement de le mobiliser, de l'activer. Et Ouais. pour moi, c'est là où l'automassage est pas pertinent. Donc du coup, moi, en fait, ce que je fais, c'est que c'est pareil que toi, hein, j'ai une routine d'activation.
avec des exos, même des fois un peu marrants, enfin, des exos qui sortent vraiment du contexte de la force. Ouais, Par exemple, tu sais, en ce moment, je fais vachement un truc pour activer le fessier moyen. Un truc que genre les fit girls font beaucoup, tu sais, ouais, c'est de la marche crapaud avec un élastique, tu sais, autour des genoux. Et du coup, bah ça, pour le coup, ça fonctionne vachement bien. Bon, ouais, ouais. j'ai un peu l'air d'un con quand je fais ça, mais après, bah du Ça, coup, c'est... j'ai plus mal, quoi. Je suis efficient sur mon squat. Et donc ouais, voilà, c'est une activation que je fais. Et du coup, je peux embrayer aussi sur l'autre point qu'on voulait développer, c'est pourquoi on a été amené à se poser des questions sur cette prophylaxie, comment la mettre en place. Enfin, en fait, c'est ce qu'on a dit aussi un peu auparavant, c'est qu'on a fait face à des petits soucis, plus ou moins importants. Pour ma part, en tout cas, c'était pas des trucs trop graves. Je pense que toi, Victor, tu auras peut-être plus de choses à dire de ce côté-là. Moi, c'était des gènes, voilà, j'ai eu quelques tendinites, etc. D'ailleurs, je rétro-pédale un peu par rapport au sujet. On a parlé de la mobilisation avant entraînement, mais bien entendu, il y a aussi toute la prophylaxie en dehors des entraînements. Oui, oui. Là, par contre, bah, faut avoir plus de temps. Faut avoir peut-être aussi des objectifs un peu particuliers. Ça s'adresse pas à tout le monde, je pense. Enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, Ouais. Victor. Que bon, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui vont, en plus de leur séance de 2 3 heures, 4 fois par semaine, le soir, avant de dormir, prendre 15 minutes et faire des petits étirements, des mobilisations, même si encore une fois, même un sédentaire, pour moi, il a tout intérêt à faire ça. Ouais, il pourrait y Euh, gagner, bien sûr. Ouais. c'est clair, mais après, bon, bah, on est humain, on cherche la facilité, on est un peu feignant des fois, et on zappe un peu tout ça, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, après, le but, c'est de venir à l'essentiel. Parce que, tu vois, moi, je suis quand même un peu revenu aussi sur, bah, comme tu as dit, les massages, j'y suis énormément revenu. Parce qu'avant, j'étais un vrai gourou des massages, hein. Avant, moi, je m'échauffais, et je m'échauffais, mais c'était un truc de ouf. Franchement, avant de faire ma montée de gamme, donc même pas de commencer mon premier exercice, je pouvais mettre littéralement genre 1 heure. Je pouvais mettre vraiment 1 heure. C'était un truc de ouf. Parce que je me T'abuses. massais l'entièreté du corps, même si j'entraînais j'entraînais, je sais pas, les bras quand j'étais un bro split, je massais T'entraînais, l'entièreté du corps tu et mobilisais ta ça me plante de prenait un temps de pied, malade. tu mobilisais Ah ta ouais, non, plante mais de pied c'était pour un faire truc de du ouf. bench. Ouais, mais c'était un truc de ouf. Mais c'est pour ça, tu vois, je suis vachement revenu parce que là, c'est pour revenir avec ce que tu disais, mais je suis dans une optique d'aller à l'optimal, tu vois, de vraiment, en fait, pas perdre de temps parce que quand tu essayes de tout faire, soit tu fais tout moyennement, soit tu fais vraiment tout de manière assez pourrie. Donc, tu vois, de vouloir trop tout prévenir, toutes les blessures possibles et imaginables, bah, je trouve que c'est pas terrible comme approche. Parce qu'avant, j'avais vraiment ce délire là, tu vois, je me disais, mieux vaut prévenir que guérir. Il faut vraiment faire en sorte, via son entraînement, via ses mobilisations, etc., bah, s'empêcher complètement d'avoir la moindre possibilité de développer la moindre douleur. Sauf que déjà, le problème de cette approche-là, c'est que bah, tu dramatises énormément le fait d'avoir des douleurs. Dès que t'as mal, putain, t'es affolé, tu te dis oh, j'ai pas fait les choses comme il faut, j'ai fait quelque chose qui va pas, etc., etc. Donc moi, je suis vraiment dans une optique d'action-réaction. C'est-à-dire que je vois que je commence à avoir peut-être des gènes à un certain endroit. Et ben là, par contre, je vais essayer d'être réactif de ouf, de vraiment tout de suite inclure des mouvements pour la zone en mettant peut-être pas mal de volume. Mais par contre, je vais pas forcément avoir un volume de maintenance, sauf si c'est vraiment un truc hyper récurrent, mais je vais pas forcément avoir un volume de maintenance de prévention sur l'entièreté de toutes les articulations. Parce que sinon, en fait, tu passes un temps infini et tu peux pas t'entraîner. Enfin, comme tu disais, quoi, c'est pas jouable, tu vois. Ouais. Ouais, puis bah moi c'est pareil. Il y a deux types de personnes. On a tous ce genre de personnes autour de nous qui ont des douleurs, mais qui consultent pas forcément, qui se préoccupent pas trop, qui laissent traîner. Ouais, ouais, Moi, putain. je sais que je suis pas du tout comme ça. Dès que j'ai un petit truc, euh,
voilà, en fait, je fais ce qu'il faut et en même temps, je consulte plusieurs praticiens. Moi, je vais souvent chez l'ostéo. Je sais pas si toi, tu vas souvent chez l'ostéo. Je Jamais. vais et je vais aussi des fois chez le kiné pour varier un peu les approches et des fois, ils peuvent te dire vraiment des trucs pertinents parce Ouais. qu'on même si toi, t'es suffisamment informé sur tout ce qui est comment dire, aspect, tu vois, articulaire, Prévention, ouais, musculaire. voilà, oui, Ouais, oui. voilà, c'est ça. En fait, eux, ils ont une approche différente et peut-être aussi plus pointue sur des trucs. Et ils peuvent, bah, tu vois, t'apporter des choses et te dire, ah tiens, je vais peut-être mettre ça en place, etc. Après, Donc ça dépend moi, toujours, c'est comme les ouais, coachs, il faut que tu tombes sur le bon, quoi. ouais, Parce c'est que ça. t'en as Ouais. un qui est correct, je dirais même, pour sans Charlot, si tu veux, en gros. Ouais, c'est ça. Mais après, je pense que quand t'as trouvé la bonne Ouais, personne, voilà, bah tu restes avec elle c'est et ça, ouais, voilà. bien sûr, carrément. Ouais, ouais, Mais carrément. donc pour revenir à ce que je disais, il y a le fait que moi je mets des choses en place déjà en amont, en préventif. Et puis aussi, j'hésite pas à consulter ostéo, kiné. Je trouve ça intéressant. Euh, Je sais pas si toi déjà, qu'est-ce que t'englobais autour de la prophylaxie? Parce que là, on a parlé de la mobilisation avant entraînement, euh, aussi des mobilisations qu'on pouvait faire en dehors, par exemple le soir, avant de te coucher ou des trucs comme ça. Est-ce que t'avais d'autres trucs en tête? Bah moi, ce que je mets beaucoup en place, c'est un truc qui est pas tant que ça utilisé, dont on parle pas tant que ça, c'est un protocole qu'on appelle les Pales and Rails. Je t'en ai déjà un petit peu Incroyable. parlé. Je t'en ai déjà un petit peu parlé. Incroyable. C'est Progressive Angular Isometric Load, l'acronyme, et Regressive Angular Isometric Load. Donc c'est de l'anglais. Pour faire simple, on se met dans une position d'étirement passif pendant, on va dire, 2 minutes pour vraiment avoir un relâchement au niveau du système nerveux, avoir cette sensation un peu de détente. Et ensuite, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à contracter progressivement de plus en plus fort les muscles qui sont étirés dans la position jusqu'à arriver à une intensité max, à condition, enfin max, à condition que le max ne nous fasse pas mal. Il faut raisonner en termes d'effort max sécuritaire, c'est-à-dire qu'à la fin des 10-15 secondes de contraction, je suis à 100% de mon effort max sécuritaire. Donc mon effort max sécuritaire, c'est un pourcentage de mon effort max. Si j'ai très très mal, et eh ben admettons, ça se trouve, mon effort max sécuritaire, ce sera 30% seulement de mon effort max. Parce que bah, assez vite, je vais me retrouver à avoir mal. Si j'ai assez peu mal, parce que je suis déjà en fin de rehab, que je suis déjà vraiment, j'ai retrouvé beaucoup de capacités, bah, ça se trouve, mon effort max sécuritaire, ça va être 80-90% de mon effort max. Donc après, voilà, il faut raisonner comme ça. Donc je contracte progressivement de plus en plus fort les muscles qui sont étirés, et ensuite, je cherche à contracter à fond les muscles qui sont raccourcis. Le plus fort possible pendant, pareil, une durée de 10-15 secondes. Ensuite, je refais 30 secondes de stretch passif dans la position, où normalement, je suis un petit peu plus relâché, j'arrive à aller chercher un petit peu plus loin que les 2 premières minutes d'étirement. Et je refais un cycle pareil, 15 secondes dans un sens, 15 secondes dans l'autre. Et généralement, ça, c'est un protocole qui a énormément de vertus parce que ça va avoir pour faculté, en quelque sorte, de venir stimuler vraiment les tissus profonds au niveau de l'articulation. Donc, faut se dire que, en gros, c'est un peu comme les poupées russes. Si ça déconne au plus profond, et ben ensuite, il va y avoir des compensations au-dessus, sur les étages superficiels, de plus en plus superficiels, jusqu'à ce qu'on ait des douleurs un petit peu sur une zone qui soit plus ou moins étendue. Donc en gros, si on a une capsule articulaire, c'est-à-dire le tissu vraiment qui englobe l'articulation, qui est assez raide pour faire simple, qui est un petit peu fibreuse, etc., eh bien on va avoir assez peu de mobilité au niveau de cette articulation, assez peu de capacité de rotation, en fonction de l'articulation, peut-être de flexion, d'extension, d'adduction, d'abduction, peu importe. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir déporter toute la charge sur les muscles périphériques, les tendons, les ligaments, et on va avoir peut-être des petites tendinopathies, on va avoir peut-être des débuts d'entorse, hein, commencer à avoir les ligaments qui morflent un petit peu, ou alors des douleurs musculaires. Donc bref, en gros, ce protocole-là permet vraiment de jouer sur les tissus profonds. Donc c'est vraiment l'intérêt de venir restaurer un petit peu la qualité de cette capsule, de regagner un peu d'espace pour gagner simplement en mobilité. Et ça a aussi un intérêt qui est hyper intéressant sur les muscles
qu'on va contracter, qu'on va venir chercher à contracter. Comme je l'ai dit, on va contracter d'abord les muscles qui sont dans une position très étirée. Et faut savoir que un muscle est toujours, c'est ce qu'on appelle la relation tension-longueur. Un muscle va avoir sa capacité de production de force maximale à une longueur donnée qui est généralement assez loin des longueurs d'étirement max et de raccourcissement max. En gros, un muscle, il arrive à produire le maximum de force quand il est à une longueur au milieu, en gros, de sa ROM, sa range of motion, son amplitude. Et du coup, bah, le fait de contracter, de travailler ma capacité à produire de la force en étant très étiré et en étant très raccourci, et ben ça va m'aider à avoir justement une capacité à produire plus de force en fait sur une amplitude plus importante. Et c'est là où je vais avoir des vrais gains de mobilité d'une part. Et aussi, bah, je vais réussir à renforcer mes tissus parce que je fais de l'isométrie en fait sur des positions d'étirement importantes. Et ça va m'aider vraiment, ça aussi, bah, à avoir une prévention sur les tissus musculaires, les tissus, bah, les tendons, les ligaments également. C'est pour ça que c'est très très intéressant les Pays and Rails. Là, c'est assez schématisé, c'est peut-être un peu dur à visualiser comme ça, mais c'est un protocole qui est très intéressant à mettre en place dans un aspect prévention et même réhab une fois qu'on a déjà des petits soucis. Je sais pas ce que tu en penses, toi t'as déjà un peu essayé ou pas les Pays and Rails? Je t'avais montré un petit peu, Marco, toi. Ouais, bah tu m'avais montré et ça m'avait super, enfin ça m'avait vachement intéressé et je vais appliquer ça d'ailleurs prochainement parce que jusqu'à présent j'ai une approche peut-être un peu plus euh, banale, j'ai envie de dire Old de school, ouais old school, ouais, on va dire. c'est ça, mais efficace hein, en même temps, hein, Bien sûr, ouais, bien sûr. et du coup, moi, ce que j'utilise pas mal, par exemple, quand j'ai des tendinites ou des débuts de tendinite, c'est de l'isométrie avec du tempo, enfin, avec une augmentation progressive des charges, mais quand même avec une intensité assez élevée. Par exemple, typiquement, moi, ce qui m'est arrivé au mois de septembre, j'ai fait une compétition, et après cette compétition, je commençais à avoir mal comment à l'insertion du long supinateur. Ok, au niveau de Donc au l'avant-bras. niveau, au niveau du coude, voilà. Et en fait, bon, ça, au début, j'ai pas prêté attention, et puis ça a commencé un peu à dégénérer. J'en ai parlé à mon coach, et puis lui, il m'a conseillé de bah, tout ça là, ce protocole-là, qui est old school, hein, Victor. Et Et du coup, avec du curl pupitre par exemple, avec du tempo, etc. Même j'ai fait des tractions en tempo. Euh, voilà, tout ça, et ça a assez bien marché. Et c'est un truc que je fais aussi en parallèle, c'est de la prévention au niveau renforcement musculaire. Par exemple, on sait que le coude, souvent on délaisse vachement le travail des avant-bras en flexion-extension. Ça, c'est un truc en street lifting, par exemple, que je pense que ça devrait être intégré dans toutes les programmations. Je sais pas ce que t'en penses toi, Victor. Ça serait intéressant d'avoir ton avis là-dessus, mais c'est l'un des trucs pour moi. Pareil, tu vois, des fois j'ai des tensions au niveau du sternum sur des dips lourds quand on arrive avec une intensité assez élevée en fin de bloc, etc. Et ce que je fais tout le temps, je le fais 1 à 2 fois par semaine, c'est du pullover en moyen lourd, on va dire, et en me concentrant vraiment sur l'expansion de cage thoracique. Et ça aussi, ça m'aide beaucoup à diminuer ces tensions-là, à même les effacer complètement. Et je sais que quand je ne le fais plus, ça peut revenir. Et Ouais. ça aussi, encore une fois, c'est des trucs qui sont spécifiques. Il y a des gens, ils vont pas avoir de problème là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'en street lifting, bah, les articulations du haut du corps, notamment poignet, coude, épaule, elles sont vachement sollicitées. Ouais. Et c'est vraiment important de faire ce qu'il faut déjà en prévention, en amont, pour éviter un maximum de problèmes. Et quand les problèmes surviennent, bon bah là, t'as parlé du Pays and Raise, il y a l'isométrie tempo, ça marche aussi. Même si je pense que ta technique en soi, elle est peut-être plus pertinente, plus poussée, mais ça demande aussi un effort de recherche et de, comment dire,
ouais, de recherche et puis savoir qu'est-ce qu'on fait parce que ça a l'air un protocole dit comme ça a l'air compliqué. En réalité, ça ne l'est pas, mais voilà, ça peut faire peur, on va dire. Ouais, c'est ça. Bah, faut choisir les bons exos sur lesquels, parce que tu vois, bah, j'ai expliqué un peu tout le protocole. Faut choisir la position dans laquelle faut le faire. Et bah, c'est un peu comme des exos, on va dire, d'hypertrophie, tu vois. Tu as des critères, il faut que tu sois stable dans la position, il faut que tu sois confort dans la position. Ouais, Parce que si t'es pas confort, tu pourras pas, enfin, tu seras pas limité par l'étirement, etc. Tu seras limité parce que bah, t'es juste pas confortable dedans. Et puis pareil, il faut que tu puisses forcer. Donc il faut que tu sois bah, assez stable, comme j'ai dit. Si dès que tu te mets à forcer, ça bouge un peu dans tous les sens, t'es pas bien et tout, bah pareil, tu vois, tu vas pas pouvoir forcer comme il faut, tu vas pas pouvoir mettre l'intensité qu'il faut. En fait, c'est ça que les gens ils ont besoin de comprendre, c'est qu'on a vachement associé aussi, ça je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, mais on a vachement associé la prophylaxie avec des mouvements un petit peu concons, tu vois, avec des élastiques, des trucs machin, mais à très faible intensité en fait. Tu vois, alors que par exemple, bah, mm. comme tu disais avant, quand t'as une problématique genre tendinite et tout, moi, c'est également un truc que je fais énormément, c'est-à-dire, comme tu disais, le tempo sur de l'excentrique, sur des gros mouvements, c'est un truc qui fonctionne super bien. Mais il faut mettre de la charge, tu vois, en fonction Ouais, c'est de ça. toi, ton niveau de force. Mais en fait, si tu brasses de l'air, mais c'est comme Ouais, pour prendre du muscle. Si tu brasses de l'air, quand tu veux prendre du muscle, bah tu prends pas de muscle parce que tu stimules pas assez durement ton système justement myotendineux, musculaire et t'as pas d'adaptation, pardon. Donc c'est le même principe. Si tu veux et des ce qui est, adaptations au niveau de ta capsule, si tu veux des adaptations au niveau de tes tendons, tes ligaments, et ben faut les tabasser un peu quoi. ouais, et ce qui est encore plus dangereux, c'est certains médecins qui te disent ouh là là, monsieur, là, faut arrêter, là. Faut arrêter le mouvement, en fait. Ouais, ça c'est dramatique Et, ça. Ça c'est ça, dramatique. ça, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, Mm. c'est pour ça que quand il vous arrive un truc comme ça, le pire truc que vous pouvez faire, c'est ne plus rien faire. C'est la sédentarité, arrêter de Exactement. s'entraîner. Il faut continuer à s'entraîner, mais en adaptant les charges, le tempo d'exécution, peut-être l'amplitude d'exécution. Ouais, Y a absolument. plein de choses, l'intensité, le volume, effectivement, et tout ça, c'est adapté. Et c'est aussi à adapter en temps réel en fonction de l'évolution de votre problème, en fait. C'est exactement ça. J'ai une dame que j'ai en coaching qui m'avait expliqué que avant elle faisait beaucoup de courses à pied, que elle avait fini par avoir mal parce qu'elle courait sur du bitume pas mal. Et du coup son médecin lui a dit bon bah courez plus sur du bitume, courez sur de la piste. Elle avait couru sur de la piste, elle avait mal pareil. Elle revient voir son médecin lui a dit bon bah a priori il faudrait peut-être faire gaffe, arrêtez de courir pendant 2 mois, et ensuite reprenez tranquillement. Donc elle arrête de courir pendant 2 mois, donc déjà bah, ça lui coûte parce qu'elle elle aimait beaucoup la course à pied et tout. Et elle reprend la course au bout de 2 mois. Elle reprend cool et tout. Mais, oh, miracle, elle se refait mal. Exactement au même endroit, de la même manière, etc. etc. Alors qu'il y a été super cool. Et pourquoi bah, c'est tout simplement parce que pendant ces 2 mois, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la technique de l'autruche. Elle a fait la technique du je fais pas, j'ai pas mal. Donc c'est vrai, normalement, si tu fais pas, t'as pas mal. Parce que en fait, faut se dire que quand t'as mal, c'est toujours un équilibre entre la capacité de tes tissus et l'intensité de la sollicitation. Et quand t'as mal, bah, en fait, c'est simplement que l'intensité de la sollicitation, elle a dépassé la capacité de tes tissus. Donc forcément, si tu arrêtes de solliciter, eh ben, tu reviens à zéro d'un côté et c'est à peu près stable de l'autre. Donc bah, t'as pas mal. Sauf que ce qui se passe, c'est que si tu sollicites pas pendant une période de temps qui est assez longue, eh ben, tu vas avoir ta capacité de tissu qui va descendre, qui va chuter de plus en plus. Et quand tu vas reprendre, bah, tu vas te faire mal encore plus vite que là où tu t'étais fait mal à la fois d'avant. Parce que bah, si tu t'entraînes pas, et ben c'est comme la masse musculaire, tu fonds. C'est exactement pareil. Pour ça que si, c'est exactement ce que Marco a dit, c'est hyper important. Si vous avez mal, même des trucs de ouf, hein, parfois franchement même des blessures Ouais, assez vénères, ouais. il faut essayer de mobiliser avec toujours cette règle de c'est la règle des 3 douleurs. Faut pas que ça fasse trop mal. On peut être sur des intensités de douleur qui sont assez faibles, mais faut pas que ça fasse trop mal pendant, faut pas que ça fasse trop mal après, faut pas que ça fasse trop mal le lendemain, etc. Si on a une de ces douleurs qui est trop accentuée euh, après des suites d'un effort, c'est qu'on y a été peut-être un petit peu trop fort. Mais Mm. il faut solliciter à tout prix parce que si on sollicite pas, on n'adapte pas, on n'adapte pas, on récupère pas. En gros. Ouais. Moi, je pense que tu as bien fait le tour. Et ce qu'on pourrait dire en gros à un pratiquant lambda, on va dire, de sport de force, street lifting, powerlifting, hein, c'est que c'est hyper important d'avoir une routine d'activation adaptée à vos problématiques. Faire bien évidemment, mais ça,
je crois que c'est même pas la peine de le rappeler, mais je le fais quand même, d'avoir une montée de gamme avant d'arriver sur vos charges de travail. Si vous avez du temps supplémentaire, allouez du temps à vous mobiliser en dehors des entraînements, sur les jours de récupération. Et aussi, moi, il y a un truc dont j'ai pas parlé et que je fais moi-même, et je crois que tu le fais aussi, Victor, c'est par exemple aller marcher. Aller marcher, ça paraît tout bête comme ça, mais c'est hyper important pour l'oxygénation des tissus. Moi, je trouve ça hyper important aussi parce que quand je dis marcher, c'est marcher en pleine nature si vous pouvez. Alors, c'est pas toujours possible, hein. Mais c'est hyper important pour votre bien-être, pour par exemple aussi la libération de certaines hormones à cause de la lumière du soleil, aussi le fait d'être dans la nature, etc. Pour moi, ça fait aussi partie de la prophylaxie parce que ça va comment prémunir de pas mal de pathologies. On a un mode de vie actuellement qui est très sédentaire. On reste vachement assis devant un PC, etc. Et ça aussi, comment les postures qu'on adopte durant la journée, ça peut aussi créer des gros problèmes en dehors de l'entraînement. Et ça aussi, c'est pour contrebalancer. Alors, on n'arrivera jamais, je pense, à moins que, je sais pas, t'arrêtes de bosser et tu fais que ça de ta vie. Mais pour moi, à l'heure actuelle, en 2023, c'est impossible de contrebalancer tous les effets négatifs de nos modes de vie actuels. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Victor, mais pour moi, faudrait faire beaucoup trop de choses. On fait au mieux, en fait. On fait au mieux avec ce qu'on a. Donc, je répète, mobilisation début d'échauffement, montée de gamme, mobilisation dehors des entraînements, faire de la marche, et je rajouterais moi, encore c'est du préventif, comme je le disais, peut-être avoir un avis supplémentaire extérieur, aller voir de temps en temps un kiné par exemple ou un ostéo en priorité je dirais, si vous n'avez pas de douleur musculaire, mais pour faire un check-up, ça peut toujours être bien. Moi, c'est ce que je conseille. Je sais pas toi ce que tu conseillerais, Victor, on t'écoute. Moi, je suis moins dans le kiné ostéo. Moi, je préfère. Mais après, c'est parce que j'ai, comme tu as dit, tu vois, j'ai une certaine expertise, entre guillemets. J'ai une capacité où je sais m'analyser. Je sais si j'ai telle douleur à tel endroit, bah, ça va être enfin, tel truc sur lequel je vais devoir bosser. Donc après, c'est parce que je me connais bien. Mais, et puis, moi, je t'avoue que l'expérience que j'ai, même des gens que je coach, souvent des retours qui me font de l'énorme majorité, tu vois, des kinés ostéo, c'est des retours qui sont pas terribles, tu vois, ils font faire des exercices Ouais, pourris, ils font faire des ouais. massages, ils vous Ils font ont quatre bouger aussi, clients en parfois même temps. ils vous manipulent, ouais voilà, ils ont 4 clients en même temps, c'est classique, mais ils vous manipulent, et c'est exactement la même chose que ce qu'on vous disait, c'est qu'en fait, si votre kiné, si vous venez, vous avez une douleur quelque part, votre kiné, il vous masse, et il vous fait bouger en vous manipulant, en vous tenant lui-même, et en vous faisant bouger les membres, pour vous faire atteindre certaines amplitudes, mais de manière passive, et ben, vous sollicitez pas vous-même votre système tendineux, votre système musculaire, même d'un point de vue nerveux, en fait, vous contractez pas les muscles, vous avez pas, faut se dire que la douleur, c'est vraiment un processus qui, souvent on dit la douleur, enfin parfois on dit la douleur c'est dans la tête, mais en fait c'est vrai, c'est la douleur à la fin, c'est des capteurs qu'on a au niveau musculaire, entre autres des nocicepteurs, donc on les appelle les récepteurs à la douleur, mais bon, il n'y a pas que ça qui est lié au mécanisme de la douleur, mais pour faire simple, on va dire, voilà, les nocicepteurs, ils envoient un message au cerveau qui le retranscrit comme étant de la douleur, et après, bon, bah, on a toutes sortes de compensations, d'évitement aussi, de stratégies d'évitement de la zone, etc., de sollicitation de la zone, et donc, si on reprogramme pas le tout en bougeant correctement, en essayant de recréer, comment dirais-je, en fait, de reprendre confiance en fait, dans le membre dans lequel on avait mal à un moment, et ben on va avoir tout un système de compensation qui est mis en place, qui potentiellement, pas forcément, mais qui potentiellement peut amener à avoir mal à d'autres endroits. Et si on n'a pas ce travail de reprogrammation nous-mêmes avec des efforts, ça fait vraiment, il faut se dire, je vous ai décrit les plays and race tout à l'heure, moi je préfère faire, je sais pas, 4 x 5 à 210, c'est dégueulasse ça en plus. Au squat, c'est quand même vénère, mais bon, ouais, peut-être pas 210, mais bon, bref, 4 x 5 à une charge vénère au squat,
plutôt que de faire des pays and raise. Moi, les pays and raise, ça me défonce. Quand on y met de l'intention, quand on y met de l'intensité, c'est d'une violence, vous pouvez pas imaginer. Parce que, justement, pour avoir des adaptations, pour réussir à récupérer et à prévenir aussi les blessures, parce que c'est le sujet, il faut y aller sévère quand même. Donc c'est pour ça que moi, kiné, souvent j'ai pas des très très bons retours. Et ensuite les ostéos, pour moi en fait le problème des ostéos, c'est que je trouve qu'ils sont vraiment trop dans la démarche reprogrammation posturale, en mode t'as le bassin décalé là, ça crée une compensation là, etc. etc. Alors que et souvent c'est des trucs qui sont assez minimes. Je dis pas, si tu vois, si même toi de ton œil extérieur, tu vois un mec, il est debout, il est vraiment hyper tordu, il a une épaule qui est beaucoup plus basse qu'une autre, une hanche qui est beaucoup plus haute qu'une autre, etc. Bon, il y a moyen que ça puisse provoquer des douleurs. Mais en fait, la plupart du temps, on est tous relativement asymétriques. De toute façon, même d'un point de vue, on est conçu de manière relativement asymétrique. On a un cœur qui est un peu plus d'un côté, ce système digestif, pareil, qui est un peu plus, qui est légèrement déporté. Enfin, on n'a pas le même nombre d'organes côté droite-gauche, etc., etc. Donc, on est relativement asymétrique. Donc, si on a des légères asymétries, des trucs qui sont pas hyper, vraiment qui sautent pas aux yeux de l'extérieur, comme ce qui est la plupart du temps, ce que les ostéos ils mettent en avant, il y a peu de chances que ce soit vraiment la cause des blessures. À la limite, ça peut être une conséquence, comme je l'ai dit, des compensations des blessures. Mais de jouer directement là-dessus, ça va pas régler votre problème de base, en fait. C'est plus la conséquence du problème. À la limite, c'est même pas sûr que ce soit corrélé. Mais c'est pour dire que, faut pas forcément... la recherche aussi de la symétrie. Moi, je sais qu'on était pas mal dans un délire comme ça. Je sais pas toi, Marco, mais moi, avant, j'étais pas mal dans ce délire-là. La recherche de la symétrie posturale, etc., à tout prix, entre droite-gauche, sur tous les points, etc., dans un but de prévention de blessures, j'y suis énormément revenu et je me fais vraiment moins de soucis là-dessus. Avant, j'étais matrixé par ça. Vraiment, je me disais, putain, faut que j'ai les pieds parfaitement sur la même ligne quand je fais mon mouvement, etc., etc. Bon, bien sûr, faut pas qu'il y ait de décalage de ouf, mais c'est pour dire, faut pas dramatiser. C'est normal d'avoir de légères asymétries. Ok. Ouais, c'est cool. Moi, je te rejoins sur tous les points aussi, et surtout sur ton dernier, qui effectivement, je me rappelais plus de ça. Tu te rappelles plus, ouais. Ouais, je me rappelais plus, tu m'as rafraîchi la mémoire. Et ouais, même moi, hein, après, je pense que ça peut quand même être intéressant, mais effectivement, voilà, pas mettre le focus à 100% là-dessus. Après, Ouais, si t'as une énorme asymétrie, voilà, c'est ça. ouais, Après, voilà, quoi. Mais c'est tout dans ouais, voilà, faut modérer c'est tes ça, actions, bien on va sûr. dire. Et Puis il les faut avoir une prioriser, approche quoi. globale, une Ouais, approche globale aussi, quoi. Pas prendre que ça en compte. Parce que souvent, l'ostéopathie, c'est quand même vraiment axé beaucoup là-dessus, quand même, je trouve. ouais, ouais, c'est vrai. Donc, pépite, hein, le podcast d'aujourd'hui, là. Prenez note, je sais pas, mais là, on vous délivre quand même de l'information de qualité. Donc, merci Victor de tous ces beaux conseils. Et donc, n'hésitez pas à liker, partager le podcast, à nous rejoindre sur nos différents réseaux. Et on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut, ciao. Ciao.